Nous allons recevoir dans quelques instants une grande personnalité du cinéma français, un grand monsieur à la tête d'une maison prestigieuse, la fameuse firme à la Marguerite, parce que le nom de Gaumont est associé, le G, vous savez, est entouré de pétales, et donc c'est monsieur Nicolas Seydoux qui est rentré en 1974, qui a pris les rênes de cette société en 1974, qui l'a dirigé pendant 30 ans et qui, après les années qui ont suivi, il est resté président de la société Gaumont. Gaumont, grande maison de production de films, une grande maison dont le nom est lié à l'origine du cinéma en France. Voilà, quand on parle de Gaumont, on pense bien sûr à Léon Gaumont, à tout ce qui a suivi, toutes les révolutions du cinéma qui ont accompagné cette grande maison de cinéma. Et Nicolas Seydoux est notre invité parce qu'il a écrit un livre qui est publié aux éditions Gallimard, qui s'appelle « Le cinéma 50 ans de passion ». D'ailleurs, on travaille avec la librairie La Tonne et vous avez une table de vente de livres qui sera à la sortie, vous êtes peut-être passé devant, et il y aura une séance de dédicace. Moi, j'ai beaucoup d'émotions à recevoir ce soir Nicolas Seydoux, parce que Gaumont fait partie un petit peu de mon histoire personnelle, parce qu'il est vrai qu'en 1990, j'ai été directeur d'une salle de cinéma Gaumont, au Gaumont à Rennes, et je me souviens être passé dans le bureau de Nicolas Seydoux lorsqu'on m'a recruté. Je peux vous dire que, voilà, j'étais reçu par quelqu'un qui était une personnalité, quelqu'un qui représentait pour moi, enfin, j'avais une admiration pour monsieur Nicolas Seydoux, et je me souviens qu'il m'a posé une question au moment du recrutement. Il m'a dit comment est-ce que vous voyez, vous, la salle de cinéma? Quel est votre rapport à la salle de cinéma? J'ai dû débiter des phrases très longues, peut-être tout était embrouillé dans mon esprit, et lui m'a repris, il m'a dit, vous savez, c'est tout simple, le film est un joyau, et la salle de cinéma, c'est son écrin. Et cette phrase, elle m'est restée dans la tête pendant toute ma carrière, parce qu'après, j'ai quitté Gaumont, j'étais ailleurs, j'ai dirigé d'autres salles de cinéma. Mais voilà, ce passage chez Gaumont, ça a été une très bonne école de cinéma, qui fait partie aujourd'hui de mon ADN et de ce que je suis vraiment. Voilà, en tout cas, on est très fiers d'accueillir... Je pense qu'on va l'accueillir tout de suite. C'est doux. Je vous demande d'accueillir vraiment très, très chaleureusement monsieur Nicolas Seydoux. Alors, je suis avec Richard Patrick, qui est le président du groupe Noé. Vous savez que l'OMIA fait partie du groupe Nord-Ouest Exploitation. Et Richard Patrick en est le président, et président aussi de la Fédération nationale des cinémas. Mon cher Nicolas, bonsoir. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous. Effectivement, Hervé l'a très très bien dit, Gaumont, et je suis sûr que c'est le cas pour vous, Gaumont, c'est fatalement partie de l'histoire que vous avez avec le cinéma et avec le cinéma français. Et Hervé l'a dit très très bien, Gaumont fait partie de l'ADN du cinéma, et pas seulement français, du cinéma mondial, puisque Gaumont existe depuis que le cinéma existe. Gaumont a été parmi les fondateurs du cinéma, d'abord en produisant des films, en réalisant des films, grâce à cet ingénieur qui était Léon Gaumont, qui a été certainement l'un des plus grands inventeurs du cinéma. On parle des frères Lumière qui ont inventé le cinéma, mais dans cette course, il y avait plein de gens. Il y avait Raoul Grimoy-Sanson, un Elbevien, donc forcément, moi je défends l'héritage de Raoul Grimoy-Sanson dans la création de ce cinéma. Et Gaumont, qui a juste inventé la couleur quand même, qui a inventé des procédés de synchronisation de l'image et du son, et qui a compris assez vite que l'avenir du cinéma se ferait dans les salles de cinéma, dans des lieux dédiés, dans cet écrin dont tu parlais, Hervé. Alors oui, on a tous une partie d'histoire avec Gaumont, et il faut quand même le savoir. Nicolas Seydoux dirige, il fait partie
de l'ADN de Gaumont depuis plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'en fait, Nicolas Seydoux a été à la tête de Gaumont bien plus longtemps que Léon Gaumont lui-même. Gaumont, c'est maintenant Nicolas Seydoux, et on peut dire quelle bonne idée il a eu de garder ce nom magique, ce nom de Marguerite, voilà, avec ce logo fantastique, cette musique iconique que vous avez forcément tous en tête avec cette Marguerite. Alors Hervé le disait, on a tous un lien avec Gaumont. Alors moi aussi j'ai travaillé chez Gaumont, et j'ai travaillé ici même, dans ce cinéma, quand j'avais 18 ans, où j'étais, je travaillais à Elbeuf, déjà, au Mercure, mais pour arrondir les week-ends, les opérateurs d'ici, hein, il y avait des opérateurs dans les cabines à cette époque, les opérateurs d'ici, pour les préféraient fêter leur jour férié en famille, et donc rechercher des jeunes opérateurs pour faire les jours fériés. Et donc moi j'étais opérateur, deuxième opérateur, hein, attention, hein, moi j'étais dans les salles du fond, la 5, la 6 et la 7, hein, pour ceux qui se souviennent de la 5 ici, c'est celle où il fallait monter 350 marches et en descendre 22, vous savez, c'est là où il y avait un défibrillateur à l'entrée pour être sûr que vous pouviez durer toute la durée du film. Voilà, mais pour aller en cabine, c'était encore plus haut, hein, donc vous imaginez, déjà à l'époque j'avais un peu dans mon point, je peux vous dire que quand vous étiez arrivé dans la cabine, déjà vous souffliez. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, on a tous une histoire avec Gaumont. Alors Nicolas, on ne va pas refaire l'histoire de Gaumont et de Rouen, mais on va quand même essayer de la lier un tout petit peu. On est ici chez Nicolas Seydoux. On est ici chez lui parce que quand il arrive en 1974 chez Gaumont, eh bien, Gaumont vient de reprendre à Pathé, qui avait construit le cinéma à la Libération, qui avait reconstruit le cinéma Omnia, qui avait été détruit, je vous rappelle, en 1940 par les bombardements alliés, non, par les bombardements allemands et le grand incendie de Rouen. Le cinéma Omnia donc réouvre ses portes en 1952, ici, et on va quand même avoir une pensée pour notre marraine, hein, puisqu'il est inauguré par Micheline Prel, qui nous a fait le bonheur de venir le réinaugurer quand Hervé et moi on a repris le cinéma. Donc la marraine du cinéma qui nous a quittés il y a quelques semaines, et on a une pensée très émue pour elle. Et donc 52, inauguré par Micheline Prel, et en 74, donc Nicolas Seydoux arrive chez Gaumont, et le cinéma s'appelle, et les Rouennais s'en souviennent tous, les 4 Gaumont. Suivi en 77 par le passage à 7 salles. Donc les 4 Gaumont, c'est la salle dans laquelle vous êtes actuellement, hein, qui était déjà la salle 2, la salle 3 à côté, la grande salle que vous connaissez tous, qui est notre joyau, qui est la plus belle salle de cinéma de France, disons-le, et qui est la grande salle du Gaumont. Arrêtez de dire ça parce que c'est quand même grâce à vous. Hein. Donc voilà, puisque en 86, Nicolas Seydoux va inventer avec ses équipes et avec quelqu'un qui compte beaucoup pour nous et qui compte beaucoup à Rouen, qui s'appelle Jean-Louis Renoux, qui était un des grands directeurs de cinéma en France et qui a été d'ailleurs le directeur des parcs de salles Gaumont à l'échelle nationale. Jean-Louis Renoux était rouennais, il a dirigé ce cinéma, et donc ils inventent un concept que vous avez forcément tous en tête, qui s'appelle le Gaumont-Rama, qui est cette fameuse salle avec cet écran de plus de 20 mètres, qui est à l'époque le plus grand écran de France, qui reste le plus grand écran de Normandie aujourd'hui, et on le tient, malgré l'arrivée de Pathé, sur les docks, on est le plus grand écran de Normandie, ça ne fait aucun doute. Et donc, effectivement, en 86, Nicolas Seydoux, qui croit à la salle, qui croit énormément à la salle, qui croit au public, à une époque où le cinéma commence à battre de l'aile, à une époque où la télévision fait perdre énormément de spectateurs, eh bien, en 86, Nicolas Seydoux invente ce concept du Gaumont-Rama, qui est un concept aujourd'hui, ce qu'on appelle la premiumisation des salles, qui est une révolution qui continue à se faire actuellement dans les salles. C'était donc quelqu'un de très novateur. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais il y a quand même une date sur laquelle je veux revenir, c'est 1997-98. Le premier projet de multiplex, alors on était dans ce qu'on appelle des complexes à l'époque, hein, donc des cinémas de 6-7 salles, et puis il va être inventé un nouveau concept de cinéma qu'on appelle les multiplex. Et un des premiers multiplex, le premier multiplex de France s'installe en 1995 à Toulon, mais très vite, bien sûr, la ville de Rouen veut se doter
de son propre multiplex. Et à la surprise générale, bien que UGC a un gros projet sur les quais, à la surprise générale, le premier projet de multiplex qui est annoncé sur la ville de Rouen, eh bien, c'est le Gaumont Grand-Quevilly, qui est en 98 un cinéma qui il va être inauguré l'année suivante, en 99, mais le projet du Gaumont Grand-Quevilly, c'est 16 salles, là où il est actuellement, fait l'objet donc d'un dépôt de permis de construire. Alors vous imaginez bien que pour le jeune exploitant d'Elbeuf, 12 km, de Grand-Quevilly, l'arrivée rive gauche d'un immense cinéma à Rouen, forcément nous fait un petit peu douter avec mes équipes, puisque nous, à l'époque, nous sommes dans ce cinéma de 3 salles à Elbeuf, et on se dit, oh là là, c'est vrai que là, on est peut-être mort. Et il y a un autre exploitant, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure avec Nicolas, M. Rosenberger, qui lui a le cinéma de Saint-Sever, à l'époque, 6 salles, et qui est dans la même situation. Et puis on va avoir 2 réactions différentes. Le cinéma de Saint-Sever a décidé de se battre en fait et de construire lui-même un multiplex, et c'est le multiplex Kinépolis que vous avez actuellement, qui date de cette époque-là. Et à Elbeuf, en fait, on va prendre une autre direction, on va aller discuter avec Gaumont pour voir comment on peut travailler intelligemment. Et ça, Nicolas, je n'oublierai jamais. La réunion que nous avons eue ensemble, c'est la première fois en fait qu'on s'est vraiment parlé, dans ce même grand bureau, avenue Charles de Gaulle, où vous m'avez expliqué que vous n'étiez pas là pour me faire mourir, et que vous pensiez que si le cinéma d'Elbeuf devait fermer à cause de Grand-Quevilly n'aurait eu aucun intérêt. Et nous avons discuté ensemble pendant plus d'1 heure sur comment on pourrait travailler ensemble, comment on pourrait s'aider. Et vous avez fait quelque chose à laquelle moi je ne m'attendais pas, puisque nous, on prévoyait de faire des travaux, et vous avez mis à notre disposition, gratuitement, 2 cabines, en disant, ça sera toujours ça de pas investi, et que pendant ce temps-là, vous pourrez, et surtout, la porte de mon bureau sera toujours ouverte, si vous rencontrez la moindre difficulté, je serai toujours là, je ne veux pas faire mourir les exploitants indépendants, je veux travailler main dans la main avec vous. Eh bien, je peux vous assurer que quand vous avez, moi j'avais à l'époque 26 ans, quand vous entendez ça d'un grand capitaine d'industrie, d'un des plus grands capitaines d'industrie de notre pays, eh bien c'est une conversation que vous n'oubliez jamais. Aujourd'hui, Noé Cinéma se porte bien, merci, mais je pense que c'est un peu grâce à vous, parce que depuis Elbeuf, on a eu les moyens d'avoir des petits, vous avez respecté à la lettre l'accord que nous avions passé à cette époque, avec sous l'égide du député de la circonscription d'Elbeuf de l'époque, Laurent Fabius. Vous avez respecté à la lettre cet accord, vous avez permis de prospérer. Aujourd'hui, Noé Cinéma est fier d'être à la tête de ce cinéma Gaumont, de ce cinéma que vous avez tant fait, et c'est un honneur pour nous de vous accueillir ce soir. Merci d'être là, et je vous passe la parole. Toujours se méfier des compliments, mais parce qu'on m'a donné un micro qui ne marchait pas. Je peux parler sans micro. Richard, merci. Nous connaissons depuis trop longtemps, vous venez de le dire et de le rappeler, pour que je ne puisse pas douter de la sincérité de ce que vous dites. Et j'ai toujours pensé que... J'ai toujours pensé que pour grandir, il ne fallait pas écraser ceux qui étaient à côté de soi. Je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas, je m'y suis efforcé. D'abord, c'était trop de compliments, merci. Alors, ce soir, vous avez une surprise. Vous n'êtes pas venu me voir, vous en moquez complètement, et vous avez raison. Éventuellement, si vous voulez connaître l'histoire, elle est dans le livre. Et ce soir, mon cher Richard, c'est pas facile avec vous, mais on vous a réservé une surprise. Alors, la surprise, elle est également pour vous. Et elle est due à un journaliste pour partie qui est dans la salle, qui est donc le seul à savoir ce dont je parle. Je cherche du regard, je ne le trouve pas immédiatement, si. Et une autre surprise, simplement parce que nous sommes en Normandie. Donc je dirais place à la projection pour laisser place à la discussion après. Et merci de votre accueil. Merci. Alors, ça fait vraiment plaisir de revoir ce film de 1974. Réalisé par Claude Pinoteau, un film qui a marqué aussi toute une génération de spectateurs. C'est un film générationnel, mais c'est une comédie populaire comme a toujours su faire Gaumont, c'est-à-dire avec du fond derrière, avec
des choses intéressantes à dire, même si le sujet peut prêter des fois à sourire. En tout cas, ce film, il a marqué. Alors, il a marqué... Nous, on l'a choisi un peu, vous nous avez donné une liste de films, et on a choisi ce film 74 parce que c'est l'année où vous avez pris les rênes de la société Gaumont. Qu'est-ce qu'il représente, ce film, lors de votre arrivée? Que c'est facile de faire un film qui touche le public, qui touche les critiques. Prix Louis Deluc à l'époque était l'équivalent d'une Palme d'Or. Et au fond, réussir un film, c'est facile. La vérité, c'est exactement l'inverse. D'abord, qu'est-ce que c'est que réussir un film? Est-ce que les comédiens, l'auteur, le réalisateur et le producteur sont sur la même longueur d'onde? Si c'est un succès, le succès appartient à tout le monde. Si c'est un échec, à qui appartient-il? Et c'est vrai du cinéma, mais c'est vrai de la vie. Réussir une vie tout seul, je pense que c'est très triste. Je ne vois pas comment... Enfin, en tout cas, c'est pas ma culture. Réussir une vie à deux, bah d'abord, je vois ici, me semble-t-il, des hommes et des femmes, des hommes ou des femmes qui m'ont l'air d'être ensemble. Ils sont heureux grâce à eux et grâce à l'autre. Et je commence par grâce à eux. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Et que moi, voilà, je ne peux pas avoir plus de chance. Je suis tombé dans un métier où ce que nous cherchons à faire, je n'aime pas le mot faire, mais j'en ai pas trouvé d'autre immédiatement, c'est de vous donner de l'émotion. Tristesse, joie, pleurs, ça va souvent dans le même film ensemble. La gifle est terrifiante, terrifiante. Sauf que finalement, c'est un père qui aime sa fille. C'est un père qui aime sa femme, c'est une femme qui aime sa fille. Bon. Et voilà, la vie, c'est pas une ligne droite. C'est... Comment? Quand ça va bien, il ne faut pas se tromper, il faut en profiter. Il faut l'entretenir. Puis quand ça ne va pas, eh bien il faut chercher à en sortir. Il n'y a pas un être au monde qui n'ait pas eu à un moment donné un problème avec sa fille. Voilà, un père qui comprend un problème avec sa vie, pardon. Voilà, à un moment donné, un père peut ne pas comprendre ses enfants, une femme peut ne pas comprendre son mari, etc., etc. Et puis là, vous avez... Pourquoi je dis tout ça? Parce que rien n'est pire que la logique de l'échec. Il n'y a pas une vie sans difficulté. Ce qui est intéressant dans la vie, c'est de chercher à s'en sortir. Et c'est là que l'autre est formidable. Et pour nous, qui essayons de vous donner des émotions, ben, il est évident que si je me retrouve tout seul avec le directeur de la salle face à une salle vide, il y a un problème. Mais le problème, c'est pas vous, c'est moi. C'est moi qui n'ai pas su faire en sorte que vous ayez envie de venir au cinéma. Donc, ce film ou les autres, eh bien, il n'y a pas de plus grande satisfaction que de vous voir ensemble réunis. Alors, qui avait vu la gifle avant, dans un cinéma? Oui. Bon, évidemment, j'ai 50 ans de vie professionnelle, il y a peu de chances que les plus jeunes aient pu le voir dans un cinéma.
Alors pourquoi le cinéma? C'est pas parce que je suis là, pas parce qu'il est là, sans quel intérêt. Enfin, vous avez de l'intérêt, moi pas. Mélangeons pas. C'est parce que quand le mot fin arrive, il y a un silence qui est vrai des grandes pièces de théâtre, des grands opéras, où on a assisté à, à quelque chose qui vous a ému. Et ce silence, il est fondamental parce que Rouen est une grande agglomération. Nous serions dans une plus petite agglomération, dans ce cinéma, vous vous connaîtriez tous. Et peut-être que vous connaissez un peu les uns les autres, mais pour l'essentiel, vous êtes des étrangers. Sauf qu'ensemble, vous avez participé à une émotion. Et que ça, comment dire, c'est la chance inouïe que j'ai eue de faire ce métier. Je ne me suis jamais pris pour un producteur. Je peux être responsable de quelques non, je peux être responsable de quelques oui, mais je ne suis pas le producteur. Votre nom n'apparaît pas d'ailleurs sur les génériques en tant que producteur. Oui. Aucun. Si, je crois qu'il y a un réalisateur un jour qui a mis quelque part, mais ça doit être intouchable, enfin, c'est très 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 récent. Jamais. Je ne m'approprie pas le film. En remerciement. Je suis le patron de la clinique qui essaye de faire en sorte que dans sa clinique, il a les meilleurs, qui accueille les parents qui vont avoir un enfant. L'enfant, c'est le film. Disons que le père est le réalisateur et la mère est l'auteur, ou inversement, vous faites ce que vous voulez, et qu'ils ont envie de revenir. Mais moi, ce que je veux, c'est que cet enfant, qu'il naisse dans les meilleures conditions, mais qu'il soit accompagné pour que, le plus souvent, vous soyez le plus nombreux. Je vais vous dire une chose terrible. Je vous aime. C'est toujours une belle déclaration à la fois au cinéma, aux salles et au public. Pour revenir quelques secondes sur la Gifle, qui est un film qui a marqué, je le disais, toute une génération. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. D'ailleurs, vous avez côtoyé tout Claude Pinoteau, vous l'avez croisé, Lino Ventura, vous l'avez croisé. Enfin, encore une chance. Encore une chance, mais vous avez eu cette chance en tout cas. Cette chance. La fameuse scène la mythique de cette gifle, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur Lino Ventura qui giflait à Gianni. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Quel est votre... Écoutez, tous ici, à l'époque où il tournait le film, vous recevez une gifle de Lino Ventura, vous n'avez plus de mâchoire. Isabelle Adjani n'a pas été à l'hôpital le lendemain. Non, sur Lino Ventura, ouais. Qui a vu ici les tontons flingueurs? Bon, la prochaine fois, vous passez les tontons flingueurs, on ira dans la grande salle. Ils le verront sur un grand écran. Pourquoi je parle des tontons flingueurs? Parce que, puisque vous avez vu le film, il y a cette scène ahurissante où ils sont un tout petit peu pris de boisson. Et donc, c'est une dizaine d'années avant mon arrivée chez Gaumont, mais enfin, je pose des questions, j'ai la chance de connaître Georges Lautner, de croiser Michel Audiard, etc. Mais qu'est-ce que vous leur avez donné à boire? Alors, vous verrez dans les articles de journaux, etc. Bon. Eh bien, personne ne le sait. Sinon que Georges Lautner trouve à un moment donné que ce n'est pas du tout ce qu'il souhaiterait, et qu'il dit la personne responsable des alcools, et maintenant, tu fais quelque chose. Le quelque chose est inconnu, ce qui est sûr, c'est qu'il était explosif, et que Jean Lefebvre pleure vraiment. Alors pour en revenir au livre que vous avez écrit, Le cinéma 50 ans de passion, vous arrivez donc en 1974 à la tête de la Gaumont. Au fond, qu'est-ce que ça a représenté pour vous de prendre les rênes de cette grande maison, de cette grande firme? Qu'est-ce qu'on se dit quand on s'assoit au bureau et qu'on se dit, ben voilà, à partir de maintenant, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais penser ou
je vais donner des directions à cette grande maison. Enfin, il doit y avoir une émotion qui a dû s'emparer de vous en 74 ans. Bon, j'ai tout fait pour y rentrer, et j'ai l'impression de rentrer dans un centre de sécurité sociale. Les équipes ont quitté le Gaumont Palace, qui était un mythe, nous en avons parlé tout à l'heure. Très très grande salle. Enfin, la plus grande salle du monde. Et mon prédécesseur me dit, nous sommes dans un secteur en crise. Ce qui est totalement exact. À une nuance près. C'est que, qu'est-ce qui vide les salles de cinéma? Ce sont les téléviseurs qui, depuis le couronnement de la reine d'Angleterre, donc 1953 pour les plus jeunes, envahit tous les pays occidentaux. Ils n'arrivent pas encore dans les pays de l'Est et dans les pays plus pauvres. Mais quels sont les succès des chaînes de télévision? Ce sont des films. Chaque année, TF1 passe les audiences des chaînes de télévision pour montrer qu'elle est la chaîne leader et de très loin. De mémoire, 97% des premières audiences. Et dans ces premières audiences, 95% de films. Donc c'est comme si l'édition de poche tuait l'édition originale. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et donc, ce que nous avons réussi à faire en tant que profession, et je pense qu'ils ne sont pas venus pour parler d'économie, mais enfin, bon, c'est de convaincre les pouvoirs publics qu'il fallait avoir des rapports de qualité avec les télévisions. Et lorsque Canal+ va naître, donc 1984, André Rousset est un personnage de très grande qualité. Vous l'auriez invité, la salle serait encore plus pleine. Mais d'une brutalité, enfin, quand on a été directeur du cabinet du président de la République, on pense qu'on a autorité sur tout le monde. Et il dit, ma chaîne doit être fondée sur des films, et je veux des produits frais. Excusez l'expression, on n'est pas loin de la mer, mais enfin quand même, ce ne sont pas tout à fait des poissonniers, avec tout le respect que j'ai pour eux, disait Astérix. Est née cette idée absolument révolutionnaire, qui est, ce sera un pourcentage du chiffre d'affaires. Canal+ échouait, il n'y avait pas de chiffre d'affaires, et donc personne ne pouvait accuser Canal+ de voler, entre guillemets, les spectateurs au cinéma. En revanche, il réussissait, il y avait au minimum des sous, comme disait Charles de Gaulle, je choisis mes sources, pour que la machine continue à tourner. Et donc la production a continué à tourner, l'exploitation a vu passer la fréquentation donc, de 200 millions de spectateurs en 82-83 à 120 10 ans plus tard, et remonté après parce qu'elle a investi pour toucher les 210 millions de spectateurs. Donc, si vous voulez, il faut croire à ce qu'on fait. Moi, pourquoi je suis rentré dans le cinéma? Probablement parce que j'avais une formation économique, et je me disais, mais on ne peut pas dire que le secteur est mort quand la première audience, ce sont les films. Et ça reste vrai aujourd'hui, quand ils sont mis en valeur, ce qui n'est pas le cas de tous les diffuseurs des petits écrans. Juste un chiffre. Il y a 6200 écrans en France. Il y a 180 millions d'écrans portatifs, domestiques, etc. Voilà. 6200 contre 180 millions. Je peux vous donner le chiffre mondial. 220 000 écrans, 3,5 milliards. Le cinéma existe et continuera à exister. Oui, et vous y avez toujours cru. Vous êtes toujours aussi accompagné de gens importants. Alors, moi qui ai lu le livre, il y a Alain Poiret qui est un grand producteur, hein, puisque le film La Gifle est une production, a été produite par Alain Poiret, qui a donné aussi des grandes comédies françaises chez Gaumont. Et puis il y a la rencontre avec quelqu'un comme Daniel Toscan du Plantier, qui a su produire aussi chez Gaumont des films de haute qualité, des films opéra, comme on pense à Don Giovanni, La Traviata,
Voilà, vous avez su vous entourer de gens comme ça, expérimentés, pour permettre à Gaumont d'être à la fois une société qui s'adressait au grand public, tout en produisant à côté des films de haut niveau. Je trouve que la société Gaumont a souvent été marquée par cette double identité. Surtout, n'opposons pas le grand public et le haut niveau. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais attendez. Ça, malheureusement, c'est ce que font beaucoup de critiques, et entre guillemets, les faux cinéphiles. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que quand je lis dans un journal, il y a quelques décennies, sur un film de Francesco Rosi, Chronique d'une merde annoncée, alors que le film était Chronique d'une mort annoncée, bah, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des limites à la haine. Et je trouve ça scandaleux. Je suis très précis. Je le dis d'ailleurs dans le livre. Je ne ferai pas que des amis avec les journalistes. Enfin, en tout cas, les journalistes critiques de cinéma qui... Voilà, on a le droit de ne pas aimer. Mais la première page, des limites. Donc, surtout pas de l'opposition. Le cinéma, voilà, le cinéma, c'est la culture. C'est vous qui êtes ici. Vous avez le droit d'aimer un film, de ne pas aimer un film. C'est pas parce qu'on aime un film... alors, il y a des films vulgaires. Enfin, c'était pas le cas de celui de Francesco Rosi, et je crois pas que Gaumont en ait produit beaucoup. Quand je dis pas beaucoup, je pense aucun. Non, mais je suis très précis. J'arrive chez Gaumont, 74. C'est l'époque de la libéralisation, puisque Michel Guy, secrétaire d'État à la Culture, supprime la censure. Bon. Et donc, les films porno, appelons-les par leur nom, fleurissent sur les écrans. Et quelqu'un me dit, est-ce que Gaumont va faire des films porno? J'ai écouté, tel que je connais la société, nous on est capable de faire le film porno le plus cher qui ne trouvera pas le spectateur. Voilà, il y a une culture dans la vie. Bon, ben, on n'avait pas la culture du film porno. Et pas d'autres non plus. Alors vous avez connu des hauts et des bas au niveau des productions de films. Quels sont votre meilleur souvenir et votre souvenir, on dirait, celui que vous n'avez pas envie de retenir? Non, mais ce que j'ai pas envie de retenir, je ne le retiens pas, je ne vais pas le dire devant nos amis. Ah, vous écrivez des choses dans votre livre. Les échecs, ils sont faits pour soi. Il faut les comprendre soi-même. Je ne vais pas dire du mal d'un film, entraînant du mal, que je dirais, du réalisateur, de l'auteur, des comédiens. Je veux dire, c'est mon erreur. Et à moi de comprendre l'erreur que j'ai commise. On en a parlé à table tout à l'heure. Je ne vais sûrement pas le répéter. Évidemment pas. Mais non. Ce que je veux dire, c'est qu'un succès, c'est tout le monde. C'est-à-dire que le participant le plus minime a été bon. Et tout le monde a été bon. Et pourquoi tout le monde est bon? Parce qu'il y a une ambiance, parce que, voilà. Et puis parfois, vous avez des films où le tournage est compliqué, mais le sujet est un peu la violence. Alors, nous évoquions tout à l'heure Vincent, François, Paul et les autres. Bon, les rapports entre Piccoli et Montand étaient détestables. On peut parler de Nous ne vieillirons pas ensemble. Les rapports entre Jean-Yann et Piala étaient détestables. Mais c'est le sujet. Donc ça va. Si le sujet c'est bisous nounours, ça colle pas. Voilà. Mais non, les échecs, il faut avoir le courage d'assumer ces échecs. Moi, je vais vous dire, pour les jeunes, il y en a quelques-uns, oui. Merci d'être là. Je suis collé à mon bac. Et je m'attends quand même à recevoir plutôt une volée de bois vert de mon père. Et il me dit, on n'apprend que de ses échecs. On n'apprend rien de ses succès. Rien. Parce que, évidemment qu'on a été bon. Mais tous les autres ont été bons. Et puis, on est tombé sur le sujet qu'on connaît, il faut l'analyser, il ne faut pas les répéter trop souvent. Hein. Là, quand même, ne dites pas en sortant ici, on a vu un grand capitaliste qui nous a expliqué que l'échec était formidable. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'apprend que de ses échecs. On n'apprend rien de ses succès. Et le problème de ceux qui ont souvent un parcours universitaire trop brillant, c'est que tout d'un coup, ils arrivent dans la vie, puis boum, crac. Voilà. Et regardez toujours devant. Vous avez connu toute l'évolution du parc de Salles.
Comment aujourd'hui... Uniquement depuis 1974. Depuis 1974, bien sûr. Mais vous avez connu l'évolution de ces complexes qui devenaient des multisalles, qui sont devenus des multiplexes. Aujourd'hui, comment vous trouvez, comment vous analysez la situation de la salle de cinéma? On a souvent voulu lui préconiser une mort annoncée, et la salle est toujours là, la salle est toujours au rendez-vous du public. Mais comment vous voyez les choses, vous, aujourd'hui? Ce rapport qu'a le public avec la salle? Elle est là pour deux raisons. Elle est là parce que les spectateurs sont là. Les spectateurs sont là parce que nous avons tout fait pour essayer de les accueillir le mieux possible. Comment avons-nous inventé le mot de complexe, le mot de multiplex, enfin, multisalle, c'est quand même mieux. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois, mais je me répète, mais enfin, voilà. Quelqu'un qui a des complexes, c'est pas bon signe. En tout cas, il faut les dominer. Il est évident que venir dans un lieu, ici, il y a 8 salles, donc il y a 8 films différents. Le rouge a toujours été la couleur du spectacle. Alors autrefois, un rideau, là. Bon. Et il n'y a plus de rideau pour plein de raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas vous faire un cours de décoration sur les cinémas, j'ai quelques idées. Et je trouve que le rouge et le noir, voilà, indépendamment des plus grands romans français, ce sont les couleurs du spectacle. C'est comment on accueille le spectateur le mieux possible, en profitant évidemment des nouvelles technologies. Autrefois, il y avait des ouvreuses, puis on est passé au mot de hôte et hôtesse. Bon. Et puis, ils sont moins nombreux, parce que la technologie permet qu'ils soient moins nombreux, et permet d'ouvrir plus longtemps avec une charge qui n'augmente pas sans arrêt. Aujourd'hui, il y a le problème, voilà, du coût de l'énergie, etc. Donc, il faut que la salle soit un lieu d'accueil exceptionnel, avec un bel écran et un son où vous n'avez pas d'un côté les cris des voisins, et d'autre part, le rappel à l'ordre permanent du micro-ondes. Je ne sais pas pourquoi ces trucs-là, ça sonne sans arrêt. Bon, ici, il n'y a pas de micro-ondes, il n'y a pas de téléphone portable. Et puis, il y a l'émotion collective. Ça, c'est la salle. Après ça, il faut qu'il y ait un film. Si le film est l'équivalent de celui que je peux voir, évidemment, aucun d'entre vous ne pirate, mais enfin bon, à travers le téléchargement illicite ou à travers l'offre multiple qui existe, si c'est la même chose, on ne va pas sortir de chez soi, chercher une place pour sa voiture, que sais-je, enfin vous savez ça tous aussi bien que moi. Donc il faut que l'accueil soit le meilleur possible, également pour voilà, celui qui vient de loin, qu'il ait envie de venir. Et après, eh bien, la télévision, donc les plateformes, c'est pareil, vous êtes tous en train de zapper sans arrêt. Dans une famille française, c'est famille occidentale, c'est 4 personnes, 2 parents, 2 enfants, récents, plus anciens, bon. Mais la télévision, c'est, il est 22h, va te coucher. Le cinéma, on y va ensemble. Papa, t'es sûr qu'il faut aller voir ça, maman, non. Et puis les 2 enfants qui ne sont pas d'accord, avec le temps. Et puis on voit le film. Et puis là, vous sortez, de nouveau, 20 minutes, 25 minutes, 35 minutes pour rentrer chez soi. C'était nul. Voilà, je vais vous dire, nous sommes morts. C'était nul, parce que le bouche à oreille négatif est d'une efficacité exceptionnelle. Pas les critiques. Votre bouche à oreille. Et puis tout d'un coup, l'inverse, c'était bien, c'était pas bien. Et puis nous avons parlé d'un film qui est évidemment important, pas pour Gaumont, pour le cinéma français, pour les Françaises et les Français, c'est Le Grand Bleu. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient entre 14 et 22 ans adoraient, et tous ceux qui avaient 35 ans et plus, d'ailleurs en général n'avaient pas été le voir, donc on n'avait pas de bouche à oreille négatif, mais le peu qu'il avait vu trouvait ça nul.
Et puis après, il faut se faire l'idée qu'il y a des parents intelligents, ils se sont dit, mais pourquoi mes enfants aiment tant ce film? Et ils ont été le voir. Et donc, dans un second temps, on a eu une génération, la génération des parents, qui allaient voir le film. Donc, c'est vous qui faites le succès d'un film. Et donc, je ne veux pas du tout, comment dire, vous dire, vous avez une immense responsabilité. Pas une responsabilité, c'est votre choix, que je respecte absolument. Et je suis enthousiaste quand vous aimez. Je me dis que nous n'avons pas perdu votre temps. Et quand vous n'aimez pas, je cherche à comprendre. C'est pas toujours facile. Parce que il y a des moments un climat anxiogène général qui fait que les films qui sont eux-mêmes légèrement anxiogènes tombent immédiatement à la trappe. Au contraire, le pays a le sentiment qu'il va mieux, et donc un film plutôt facile, agréable, etc., eh ben, ne trouve pas son public, parce que justement, à ce moment-là, les gens trouvent que ce n'est pas suffisant. Voilà. Alors, maintenant, moi je peux parler toute la nuit. Si une ou deux personnes ont envie d'acheter le livre, on va peut-être s'interrompre. Et puis éventuellement, après, alors, si vous voulez... Non, mais si vous posez des questions, j'ai un problème, c'est que je réponds. Oui, mais j'en ai une quand même, parce que avant qu'on se quitte, ou avant qu'il y ait... Non, on se quitte pas, on reste ensemble. C'est avec l'espoir de se retrouver. Mais on va se retrouver dans le hall. Moi j'avais une question, parce que vous nous avez fait une jolie surprise en tout début de séance. Moi et Richard, on n'était pas au courant, vous aviez mis la cabine de projection dans la confidence, on ne savait pas ce qu'on allait voir, mais on a vu deux petits bijoux de films qui datent de quelle époque? Il date de la même époque, 1909-1911, donc c'était pour vous montrer que les pères fondateurs ont tout compris. La couleur, vous en aviez parlé avant. Premiers essais couleurs. Donc, chez Pathé, vous avez des petites mains qui colorisent au pochoir la pellicule. Là, vous avez affaire à l'ancêtre du Technicolor. Donc, Léon Gaumont va trouver un accord avec Georges Eastman, donc c'est la trichromie, hein, rouge, vert, bleu, et l'appareil est un appareil en trichromie. Et quand nous avons célébré notre centenaire en 1995, on a fait le tour des cinémathèques mondiales, et en fait, personne chez Gaumont ne connaissait ces images, qui n'existaient qu'à Rochester, dans, disons, le musée Kodak. Que vous avez donc vu là, parce que vous savez aussi bien que moi, peut-être mieux, nous sommes en Normandie, donc on vous a montré des images de Normandie, même si c'est celle qui est au bord de la mer. Et donc, il y a en tout 2 heures, les autres images étant essentiellement sur Venise, tournées directement par Léon Gaumont. Hein. C'est-à-dire que le travelling que vous voyez sur la plage, c'est l'opérateur s'appelle Léon Gaumont. Le second film, j'ai vu un journaliste il y a quelque temps et je lui ai dit, est-ce que vous avez vu le peintre néo-impressionniste? Et il m'a dit non. Je lui ai dit, mais il faut trouver une occasion de vous le montrer. C'est le surréalisme au cinéma. Que le début du cinéma correspond avec les débuts du surréalisme. Et cette idée, parce que, alors, Émile Cole est l'inventeur du film d'animation. On parle beaucoup de Walt Disney, à juste raison, mais l'inventeur du film d'animation, c'est Émile Cole. Et c'est vrai que vous commencez par ce film en noir et blanc, extraordinairement, je ne sais pas si les jeunes connaissent l'expression, mais extraordinairement kitsch, enfin voilà. Et puis, tout d'un coup, ces tableaux rouge, noir, alors, le noir aujourd'hui, bon, bien. Enfin, voilà, on va pas enlever ce qui a été dit, c'est
C'est une œuvre artistique qui est telle qu'elle est. Mais l'imagination qui est derrière, la façon dont le cardinal est dessiné, dont la langouste arrive, et puis après ça, vous aurez le poisson avec alors la gueldre, c'est ce qui permettait de donner au linge dans le Midi, parce que je crois que c'est pas une expression connue en Normandie ou en Bretagne, c'est ce qui permettait de redonner au linge avec donc une poudre bleue tout son éclat. Bon, moi j'ai le sentiment que le poisson ressemble étonnamment à la langouste qu'on a vue précédemment. Mais passons. Voilà, Émile Cole, souvenez-vous de son nom, de toute façon, vous avez la chance d'avoir vu le film. En tout cas, vous avez chez Gaumont une banque d'archives, parce que c'est ça aussi, Gaumont, c'était les actualités, pour ceux qui se souviennent, c'était toutes ces archives qui... Alors, vous, quand vous êtes arrivé, d'après ce que j'ai compris, les archives, vos prédécesseurs ne s'en occupaient guère. C'est vous qui avez sauvé un peu le catalogue de toutes ces actualités, de toutes ces archives. Les bureaux de Gaumont étaient au Gaumont Palace. Immense monument, bon. Et 2 ans avant, le Gaumont Palace a été vendu, il a été détruit, Gaumont a déménagé dans un immeuble sinistre à Neuilly, et il n'y a pas une affiche des films Gaumont précédents. Et en fait, après que je me sois séparé d'Daniel Toscan du Plantier, je veux rendre hommage à Daniel, et je dis, voilà, c'est 10 ans après la sortie de Cousin-Cousine, je dis, on va mettre des affiches de Cousin-Cousine, qui est donc le premier film dont il est responsable, et on me dit, il n'y a pas d'affiche. Je me mets rarement en colère, et là, je n'étais pas content. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, avant qu'on passe à la séance de dédicace? Bonsoir Monsieur Sédou, bonsoir à toute la salle. Alors tout à l'heure vous parliez d'échec, que l'échec est un bon professeur. J'imagine que vous en avez connu, comme tout à chacun. Est-ce que vous pouvez nous raconter, en tant qu'exploitant, un échec ou un moment difficile qui vous a fait grandir? Je croyais avoir dit assez clairement que les échecs c'était pour soi. Parce que, je déteste l'expression, mais il y a évidemment un responsable, et le président de la société est le responsable. Mais l'échec, il n'est pas dû au seul président. Donc je vous ai dit que je ne parlerai pas des échecs, je vous ai dit que j'en tirais des leçons. En revanche, si j'ai un regret, je crois l'avoir dit précédemment, c'est que nous n'ayons pas réussi en Italie. Pourquoi? Parce que ma génération et les précédentes ont vécu de relations exceptionnelles entre le cinéma français et le cinéma italien. Vous connaissez tous, même si vous n'avez pas vu les films dans lesquels ils jouaient, voilà, Marcello Mastroianni, Sofia Loren, Claudia Cardinal, Gina Lollobrigida, c'est des noms, pourriez-vous dire, sont des Françaises ou des Français. Et que cela n'existe plus et n'existera plus. Donc, je le dis dans le livre et j'assume, heureusement que j'étais en Italie, parce que si j'y avais pas été, je m'en voudrais de ne pas y avoir été. Mais évidemment, et c'est le mot que j'utilise dans le livre, j'en veux à Federico Fellini. Évidemment pas à l'homme, Maître exquis, évidemment pas aux réalisateurs les plus grands au monde, mais au fait qu'à la différence de ses collègues français, il ne s'est pas battu pour le cinéma italien. Et je n'ai pas réussi à lui faire comprendre, et ça c'est mon échec, qu'on se battait, évidemment qu'on voulait réussir en Italie, mais on voulait réussir avec le cinéma italien. Tout à l'heure, Richard Patry était, je sais pas où il est, était d'une extraordinaire amabilité, en disant que nous ne voulions pas la mort de quelqu'un qui était moins grand que nous. Non seulement nous ne voulions pas la mort du cinéma italien, nous voulions un cinéma italien aussi brillant qu'il l'était dans les années 50-60. Eh bien voilà. Donc ça c'est... je l'assume comme échec personnel. Le moins que je puisse dire, c'est que c'est un échec partagé d'abord avec les pouvoirs publics italiens. Et si vous lisez le livre,
Ben, je vous le dis. Voilà. Il y a un jeune contrôleur de gestion. Nous quittons donc sur le moment du Festival de Venise. Je viens de voir le ministre de la Culture italien qui me dit « Monsieur le Président, méfiez-vous tous toujours quand on vous donne trop de titres. Méfiez-vous. Monsieur le Président, nous sommes d'accord. Venez me voir à Rome. » Et donc le jeune contrôleur de gestion, nous sommes sur le Vaporetto pour rentrer à Venise, me dit « Vous devez être content, ça y est, c'est fait. » Et je lui dis « Non. Il vient de me dire que ça ne se ferait pas. » Il me dit « Mais c'est pas possible, il vient de vous dire. » Je lui dis « Un ministre, soit il me dit « Vous êtes à Rome, demain matin, êtes-vous libre ?» ou on signe tout de suite un bout de papier là. Il me dit « Venez me voir à Rome », ça veut dire que ça ne se fait pas. Et malheureusement, j'avais enfin commencé à comprendre qu'un Italien n'est pas un Français qui parle l'italien. Les deux courts-métrages que vous nous avez montrés, je voulais savoir s'ils avaient été restaurés. Et puis ensuite, si vous pouviez nous parler un peu du stockage. J'imagine que vous avez évidemment énormément de films qui doivent, j'imagine, être transposés d'un support à un autre, avec l'époque qui évolue au niveau technique. Et aussi ce que ça représente au niveau conservation. Et voilà. Vous posez une excellente question, et l'ennui c'est que il y a le directeur technique de Gaumont qui est là, et donc il m'observe pour savoir si je vais dire des bêtises. Alors, ce que vous avez vu restaurer, ça va l'énerver. Je pense qu'on peut faire un effort complémentaire sur ce qui a été tourné par Léon Gaumont. Je pense qu'aujourd'hui, avec le numérique n'a pas que des qualités, notamment favoriser le piratage dans des conditions abominables, mais nous arrivons à des qualités de restauration tout à fait exceptionnelles. Donc les deux films ont été restaurés, et par ailleurs, les films à l'origine n'avaient pas sur la même bande un accompagnement musical. Aucun film ne sortait sans accompagnement musical. Ils étaient muets sans de langage. Tous les films avaient un accompagnement musical. L'accompagnement musical, c'était le directeur du Gaumont Palace pour les films Gaumont qui le faisait. Il dirigeait un orchestre qui n'avait que 100 musiciens et qui donnait des partitions réduites pour un piano, un violon, une flûte, que sais-je, pour les salles de taille plus réduite. Gaumont et ses collègues avaient tendance, quand j'arrive, à donner aux télévisions des copies exceptionnelles que réclamaient les télévisions, mais qui étaient directement tirées du négatif, alors que normalement on ne doit pas toucher au négatif. Donc beaucoup de négatifs étaient abîmés, et je crois que Gaumont a été le premier à s'intéresser très sérieusement à son patrimoine, sauver aussi bien les films dits muets, je préfère l'expression non-speaking films, que les films parlants. Mais un film comme La Gifle, si nous n'avions pas été attentifs, on tirait pour les télévisions directement du négatif, donc on abîme le négatif. Donc aujourd'hui, Gaumont est très attentif. Tous les films sont tournés aujourd'hui en numérique. La bascule, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2011. 2011, Gaumont ne tourne aucun film en numérique. 2012, tous. C'est-à-dire qu'en un an, et d'ailleurs les salles françaises étaient équipées, si je ne dis pas de bêtises, M. Patry, qui ne m'écoute plus parce qu'il est un peu fatigué, là, il me suit depuis tellement longtemps. En 2012, 98% des salles françaises étaient équipées en numérique. Nous sommes le pays qui a le plus vite passé du photochimique au numérique, et le numérique pour la restauration est une chance, avec un sujet, c'est que le numérique ne subsiste pas longtemps dans le temps. Ce n'est pas le numérique qui disparaît, c'est des équipements pour le lire. Et donc Gaumont transfère tous ses films sur support photochimique pour la vie.
Bonjour monsieur, ce serait pour savoir avec quel cinéaste italien vous auriez bien aimé collaborer et pour quelle raison? À l'époque, Rossellini, que je connaissais déjà un peu avant, meurt très vite, 77, sauf erreur de ma part, Visconti, 76, et sinon nous avons tourné avec tous. Fellini, Scola, Rosi. Et donc, l'idée était simple, c'était de permettre à des maîtres déjà établis de continuer à produire dans de bonnes conditions. Malheureusement, si les films trouvaient à peu près leur public en France, ils ne le trouvaient plus en Italie. Voilà. Nous n'avons, alors dans cette brochette, nous n'avons pas tourné avec les frères Taviani, qui sont les maîtres du moment. Et par ailleurs, nous avons tourné avec Vaida, Danton, nous avons tourné avec Bergman, Fanny et Alexandre, et tout ça, vous l'évoquiez tout à l'heure, sous l'impulsion de Daniel Toscan-du-Plantier. Une dernière petite question, avant qu'on passe à la séance de dédicace. Alors, je vous conseille vraiment d'acheter le livre, parce que vous allez apprendre énormément de choses, à la fois sur la société Gaumont, mais aussi sur le cinéma, sur toute cette période qu'a vécue Nicolas Seydoux. Que vous soyez novice ou non, vous apprendrez de toute façon des choses. Je sais qu'il y a en plus des étudiants qui suivent sur une option audiovisuelle, ça peut vous intéresser aussi, il y a énormément de choses, c'est vraiment une banque de données avec beaucoup de dates, beaucoup d'informations sur le cinéma, sur sa mutation, et vraiment c'est un livre qui se lit d'une traite. Voilà, donc très intéressant. Je remercie la librairie La Tonne de travailler avec nous pour la séance de dédicace. Avant de se quitter, on avait un petit cadeau pour vous. Attendez, moi je veux dire une chose, ils ne sont pas là pour apprendre, ils sont là pour avoir des émotions et prendre du plaisir. Ils en auront. J'espère que ce sera le cas. Ils en auront. Alors le petit cadeau, comme on est en Normandie. Voilà. Alors c'est pour emporter, hein, c'est pas sur place. C'est une bouteille de Calvados. Du Calvados. Voilà. Le meilleur de la Normandie. Voilà. Merci beaucoup Nicolas, en tous les cas. Ils sont redoutables parce qu'ils connaissent mes péchés mignons. C'est pas seulement le cinéma, ma passion. Merci. Merci. Et j'espère voir quelques-uns d'entre vous dans quelques secondes. Voilà, on se retrouve dans le hall.